Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Info Télévision. Si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307 et nous sommes également en direct sur la page Facebook Info TV Cameroun. Alors aujourd'hui, on va parler d'actualité. La rétrospective va être justement retournée sur la Coupe du Monde au Qatar. Et oui, le Cameroun, je veux dire le Maroc, autant pour moi, a atteint les demi-finales. C'est une victoire historique face justement au Portugal. On a cette équipe du Maroc qui s'est montrée quand même assez vindicative, notamment dans le jeu, et puis qui est arrivée notamment pour la première fois, une équipe africaine arrivera en demi-finale. Mais nous allons retourner au Cameroun avec la loi des finances. Effectivement, à l'Assemblée nationale, c'est clôturé justement hier avec la loi des finances qui continue de faire parler. Nous allons accueillir ici Samuel Hervé Mandeng. Bonjour Samuel Hervé. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour Odile, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Très heureux d'être là. Alors aujourd'hui, on sait quand même que vous êtes arrivé au Cameroun, vous êtes un Camerounais de l'extérieur, comme vous aimez si bien le dire. Alors on va parler, n'est-ce pas, du Cameroun avec justement cette loi des finances. On parle ici en 2023, les ressources allouées au compte d'affectation spéciale vont connaître une nette diminution, comme on le dit, fixée à 102,7 milliards en 2022. Elle s'élève à 70,3 milliards de la loi des finances en 2023. On a par exemple vu des sorties avec l'augmentation possible des vignettes, l'augmentation possible des timbres, entre autres. Que pensez-vous, n'est-ce pas, de ces ajustements, notamment concernant cette nouvelle mesure? Déjà, je voudrais décrisper le débat pour dire que je ne suis pas un fiscaliste, je ne suis pas un économiste, mais je parle sur le prisme du leadership et de l'entrepreneuriat, dont je sais que j'ai quand même l'autorité, ça veut dire qu'il y a eu une certaine expérience. Alors, revenant sur cette question, je m'offusque quand même de savoir qu'une si grande loi ne fait pas des choux gras dans les télévisions. C'est ça mon problème. Je comprends. J'ai essayé de faire un tour l'horizon des médias, mais si c'était le football, tout le monde devient subitement footballeur. S'il y avait une quelconque opinion d'un débat dans un quartier, tout le monde aurait. Mais ça, cette loi aura un effet sur les populations, aura un effet sur notre avenir. Et alors, j'aurais voulu voir quand même les économistes pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais alors, j'ai fait le tour des télévisions, mais je me suis quand même juste tombé sur un certain député, monsieur l'honorable Samuel Dieudonné Motte, qui est membre de la commission des finances du budget, qui parlait aussi dans une télévision, une radio concurrente à la vôtre. Et il faisait justement, mais je voulais attendre quand même plus. Alors moi, je présente quand même une situation. Je dis quand même au gouvernement que, au vu de ça, ils ont dit, même le ministre des Finances l'a dit, en disant que on n'est pas plus taxé que tous les autres pays. Alors, monsieur l'honorable Samuel Dieudonné a dit que le Sénégal, par exemple, prend l'exemple du Sénégal. Alors, je lui dis par rapport au Sénégal que oui, on n'est pas taxé, mais quel est le niveau, le revenu d'un Sénégalais, le SMIC au Sénégal et le SMIC au Cameroun. Tout à fait. Et tout en sachant que s'il faut revenir sur la fonction de l'impôt, je vais citer un article, selon les doctrines fiscales, on dit que l'impôt est un prélèvement financier obligatoire, généralement pécuniaire, exigé des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, locales ou internationales, en fonction de leur capacité contributive. Est-ce que cette loi a été prise ou bien a été fixée sur les capacités contributives? Je pense que c'est ça la plus grosse difficulté. Et j'interpelle justement que le gouvernement, le ministre des Finances, de nous dire. Mais je pense qu'il peut s'inspirer. Je prends l'exemple d'un ministère, de la délégation générale de la Sûreté nationale sur les passeports. Nous avons vu la situation des passeports aujourd'hui, où le passeport coûtait 50 000 à l'époque, à un certain moment. Aujourd'hui, est pratiquement le double. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, lorsqu'on payait un passeport, on payait la vignette pour le passeport, mais le système qui était tout autour du passeport ramenait la dépense pratiquement à 75 000 francs et plus. Pourquoi? Parce qu'il fallait monnayer des personnes tout autour. Ils sont partis d'un postulat en se rendant compte que parfois le passeport coûtait 500 000, 300 000. Alors, ils sont partis d'un postulat en disant que, mais non,
Si les Camerounais moyens qui ont l'habitude de faire le passeport sont prêts à payer 200 000, 300 000 pour avoir un passeport très rapide, généralement, il n'y a jamais eu de carton. Le passeport express, on appelle ça. Passeport express, il n'y a jamais eu de carton. Il n'y en a pas de carton. Alors, tu payes normalement, après tu donnes encore 100 000 ou 200 000 à côté parce que tu veux l'avoir dans les délais. Alors, ils ont fixé, mais je veux même attirer l'attention pour dire que maintenant, au niveau des passeports, il y a le service qui suit. Les Camerounais sont prêts à payer les impôts. Mais est-ce que le service suit? Le service des impôts est un problème. Tout le monde a eu une expérience un jour. Je pense que mon compagnonniste va le dire, même vous-même. Vous êtes allé dans un lieu où on paye juste un timbre. À 10 heures, vous trouvez la dame, soit en train de faire autre chose, soit en train de dire que non, vraiment elle est au téléphone, ou elle dit que non, il n'y a pas de monnaie. Tout le monde, je pense, au Cameroun a eu cette expérience. Est-ce qu'en mettant la loi de finances, les services publics, est-ce que la qualité de service va suivre? On paye aujourd'hui le passeport. Oui. En 2 jours, tu as le passeport. Oui. On n'entend plus ces réseaux qui se créent tout autour. Oui. Et je profite ici pour féliciter le délégué général à la Sûreté nationale. On doit s'inspirer. On n'a pas de problème que le timbre passe de 1000 à 1500. Ou peut-être les vignettes passent en double. On connaît le problème des services au Cameroun, les services publics. Est-ce que ça va suivre? Est-ce qu'on a consulté le peuple? J'interpelle la société civile. Est-ce qu'on a consulté le peuple? Il faut tenir compte que le produit, l'impôt est comme un produit. C'est comme un entrepreneur qui fixe un prix par rapport à son produit. Donc l'impôt a un prix. Et ce prix, c'est comme un produit. Alors, tu ne fixes pas le prix parce que tu veux. Tu fixes le prix en fonction de la demande qui est en face de toi, en fonction des clients qui sont en face de toi, en fonction du pouvoir d'achat qui est en face de toi. Est-ce que le pouvoir d'achat des Camerounais aujourd'hui, on sait le SMIC aujourd'hui, comment ça se fait? La loi foncière qui a augmenté. On dit que maintenant ça sera prélevé dans les factures d'électricité. Est-ce que tout le monde a une facture d'électricité? Est-ce que comment ça va se faire? Moi, j'aurais voulu quand même écouter, mais je me mets quand même de l'autre côté pour dire que il y a très peu d'informations à ce niveau. On fait les budgets, on fait des budgets, oui, on fait des grands projets. Oui. Ceux qui prennent l'exemple du Sénégal, je veux revenir là-dessus pour dire que oui, le Sénégal a augmenté les impôts, mais ils ont des infrastructures, ils ont le tramway, ils ont un TGV, ils ont une très bonne compagnie aérienne. Tout à fait. Mais c'est vrai, mais comparaison n'est pas raison. On est d'accord, on ne va pas se comparer à eux. Mais une chose est claire, c'est que qu'est-ce qui a poussé le gouvernement? Quelle est l'action sociale? Quels sont les indicateurs qui ont poussé l'État, le ministre des Finances avec son équipe, d'augmenter et l'Assemblée nationale de valider justement cette loi? Les Camerounais veulent savoir. Merci Samuel Avemandeng. On va accueillir l'honorable Dani Yves Béaki. Vous êtes député jeune. Voilà, bienvenue sur Info Télévision. Merci Odile. Bonjour Samuel Lévy. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent un peu partout spécialement du côté de Douala. Je sais qu'ils sont scotchés du côté de l'hôpital général de Niala également, à ceux qui nous suivent également du côté du Mbam et Nobo. Ok, merci. Alors, on a parlé d'Assemblée Générale avant d'entamer peut-être la première problématique d'Assemblée Générale de votre organisation. Comment cela se prépare? Oui, tout à fait. Déjà, il faut noter que ce sera une première. Oui, au Cameroun. Au Cameroun. D'accord. Depuis que l'Assemblée nationale a ouvert cette brèche à la jeunesse pour former comme ça les jeunes pour le devenir du pays, il n'y a jamais eu d'Assemblée générale. Tout à fait. Ce sera une première du genre et j'invite tous mes confrères du Parlement jeunesse, un peu les 180, à se retrouver comme ça le vendredi 13 janvier, ici du côté de Yaoundé, pour qu'ensemble, on essaye de réfléchir, de faire un bilan de notre parcours et de se projeter également
pour mieux accompagner l'action gouvernementale. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un mot à dire, notamment concernant la loi des finances 2023? N'étant pas spécialiste, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je dirais qu'il faudrait que le gouvernement prenne le temps d'expliquer aux Camerounais. Parce que c'est nous les premiers concernés. Ça a été fait déjà à l'Assemblée nationale. Mais les Camerounais ne suivent pas trop les débats à l'Assemblée nationale. Il faudrait un peu aller un peu plus vers la communication, je crois, est déjà mise en place aussi avec les médias écrits, télé, radio et tout. Oui, là, bon, maintenant, il faut savoir que les Camerounais sont tellement absorbés par d'autres préoccupations. Le coût de la vie qui a augmenté, ce n'est plus très évident. Chacun se bat au quotidien pour avoir de quoi manger. Donc, et on constate un peu que on adopte les choses, mais ça ne répond pas toujours aux besoins du citoyen lambda. D'accord. Merci de cette intervention. Nous allons prendre le premier reportage. Et moi, le MINDU insiste sur la formation des architectes. C'est un reportage signé Bernardine Gall. Célestine Ketcha-Courtes, ministre de l'Habitat et du Développement urbain et présidente du conseil d'administration de l'EAMO, préside ce vendredi 9 décembre 2022 à Yaoundé les assises de la session des ministres de la 40e session ordinaire du conseil d'administration de l'EAMO. Cette institution interétatique rend d'énormes services à 14 États membres avec la mise à leur disposition de près de 2000 cadres de haut niveau dans les domaines de l'architecture et de l'urbanisme. Pendant ces 2 jours de travail, les experts en architecture devront faire des propositions. Des experts qui ont travaillé ici même à Yaoundé pendant ces 2 jours, qui vont nous faire des propositions sur des stratégies pour rendre soutenable la gestion de l'EAMO, pour permettre à l'EAMO de nous donner des architectes, des urbanistes bien formés pour accompagner nos villes africaines qui font face à la croissance démographique, à l'urbanisation exacerbée dans nos villes, à l'occupation anarchique de nos villes. La formation à l'EAMO devrait s'étendre sur le positionnement des politiques de développement des villes africaines et sur la qualité des édifices humains répondant aux besoins des populations. Son domaine d'expertise, c'est l'architecture et les villes. Qui parle aujourd'hui des villes comprendra très facilement les défis de nos pays, le développement de nos pays africains aujourd'hui, où les villes se développent très rapidement, toutes les populations s'entassent dans la ville sans une planification adéquate. Notons néanmoins que les questions de développement des villes africaines occupent le centre des politiques et stratégies de l'Union africaine. Dans cette optique, l'apport de l'EAMO est nécessaire. Je me réjouis de ce que les membres du gouvernement, membres de nos États sont là ou représentés, d'autres en visio, pour qu'ensemble nous jettons des bases d'un nouveau cap 47 ans après la création de l'EAMO. Comment faire pour que cette institution soit financièrement autonome? Comment faire pour renforcer sa gouvernance? Cette session de grande envergure connaît la présence du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lé, les ministres togolais de l'enseignement supérieur et de la recherche, les ministres d'État membres, les membres du gouvernement et les représentants des organisations internationales. EAMO insiste justement sur la politique de développement des pays africains, notamment avec le volet architecture. Alors, Monsieur Samuel avait demandé, aujourd'hui on voit des pays africains, n'est-ce pas, proposer des solutions, notamment pour la structuration des infrastructures en Afrique. Aujourd'hui, nous avons EAMO qui est en discussion depuis 47 ans quand même que cela a été créé. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut dire que l'Afrique déjà est en train de monter le pas, d'emprunter le pas, n'est-ce pas, dans le développement structurel? Lorsque vous parlez de l'Afrique, vous serez choqué de savoir que ce n'est pas tous les pays. Lorsque vous allez dans les pays de l'Afrique du Sud, vous êtes choqué que tous ces pays, ces 11 pays qui regorgent l'Afrique du Sud, il y a un contraste aérien. Lorsque vous atterrissez, vous voyez comment tout est bien structuré. On a un problème au niveau de l'Afrique centrale, la plupart de ces pays. L'Afrique centrale, que ce soit la plupart des pays, Gabon, Tchad et puis Cameroun. Lorsque vous êtes dans les airs, vous voulez atterrir, vous voyez un peu ce contraste, vous voyez quand même cette construction anarchique. Moi, je suis quand même un peu, on peut dire un Thomas, de savoir que
cette organisation insiste. Moi, j'aurais voulu qu'ils nous disent que nous sommes en train de mettre voici les mesures. Oui. Mais ils disent que bon, c'est comme une prédication. Ils sont tout simplement en train de prêcher en nous disant qu'il faut, pour atteindre les objectifs, il faut. Mais quelles sont les actions concrètes qu'il faut faire? On voit aujourd'hui dans notre pays l'urbanisation qui, même dans le plan de ville, qui n'est pas respecté, Justement, voilà les pans que un des pans de la loi des finances. Pourquoi ils n'ont pas tenu compte de cet axe? Est-ce que le ministre de l'Umindu a été convié? Parce que le plan d'urbanisation, parce qu'il y a justement une taxe foncière, apparemment, il y a une taxe foncière. C'est vrai qu'elle n'est pas très directement indexée, mais je pense qu'elle devrait avoir un impact sur justement ces architectes. Tout à fait. Alors, Monsieur Béaki, on parle de plan d'urbanisation, on parle ici d'architectes qui retournent à l'école et qui devraient justement avoir cette responsabilité de pouvoir aider à développer les pays africains. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Cameroun, étant membre de l'ONU, avec ses partenaires de l'ONU, a eu à déterminer des paramètres de développement sur 15 ans que l'on appelle en général les 17 objectifs de développement durable. Les ODD. Oui, donc ça devait commencer en 2015 pour s'achever en 2030. Et il s'avère que le 11e objectif principal touche les villes et les communautés durables. Donc c'est plus qu'urgent que le ministre interpelle les jeunes à se faire bien former dans le domaine de l'architecture. Mais seulement, me basant sur la sortie du président de l'Ordre national des architectes du Cameroun, je crois le 28 janvier 2019, exprimait déjà son inquiétude par rapport à l'employabilité des architectes au Cameroun d'une part, et exprimer également la volonté et la disponibilité de son corps de métier à accompagner le gouvernement dans l'implémentation de ces différentes politiques en ce qui concerne l'habitat. Donc le tout n'est pas toujours de former, il ne faudrait pas qu'on ait des personnes formées et que par derrière, ils ne soient pas employés. Puisque le but de la formation, c'est de trouver un emploi. Donc, il faudrait qu'un accent soit mis non seulement sur l'architecture, puisque l'aspect architecture, par le passé, ça concernait l'aspect esthétique de l'ouvrage. Mais avec les challenges que nous impose l'ONU actuellement en termes de développement, il faut allier esthétique et développement durable. Donc, en plus de l'architecture, il faut également voir du côté des urbanistes, du côté des paysagistes et même du côté des ingénieurs en circulation routière. C'est des filières comme ça que l'on doit développer dans notre pays. Nous en avons besoin pour dire qu'en 2030, nous sommes vraiment dans cette logique de développement durable. Et je dirais un dernier mot. Je dirais même que c'est très grave. Il faudrait sensibiliser la population. Si pour conduire une voiture au Cameroun, on vous demande un permis et la police sanctionne, pourquoi faudrait-il construire une maison qui peut détruire les vies? On voit aujourd'hui les catastrophes. Les développements de terrain, l'érosion. Sans un architecte. Le rôle d'un architecte, c'est de valider la construction. C'est-à-dire que si aujourd'hui l'État ne prend pas cette pleine mesure, il y aura une catastrophe. Je vous prends un autre exemple. Ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment une cohésion entre les différents services. Regardez ce qui se passe dans nos routes. On construit une route, on ne tient pas compte du passage de la fibre optique. Mais après, lorsque la fibre optique passe, on vient casser pour remettre. Donc, j'avais dit qu'il n'y a pas un plan d'urbanisation qui tient compte de la concertation. C'est là souvent avec la Camouata où on a par vu exemple, justement, même quand vous arrivez ici à Ifolan, il y a un moment donné, c'est cassé. Tout était cassé, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une concertation. C'est-à-dire que la concertation n'est pas suffisamment prononcée à un certain niveau. Donc, on ne devrait plus voir en 2020, en cette année, quelqu'un qui construit une maison sans un architecte. Ce n'est pas possible. Si on peut
on peut avoir cette exigence dans le passeport, je veux dire dans le permis de conduire, Oui. dans le permis de conduire dans une voiture qui tue les gens. La maison tue aussi bien que On une a vu voiture. le cas de Damas il y a quelques Voilà, jours. Oui. c'est ça. Effectivement. Alors, on va prendre ce deuxième reportage qui concerne la ville de Douala. Vouri 2, le plan de développement présenté par Edmond Poitier. Ce reportage est signé Edmond Poitier. Débat d'orientation budgétaire ce 7 décembre 2022 à Vouri 2 pour la préparation de l'exercice 2023. Les travaux sont présidés par Guy-Emmanuel Nang, premier adjoint préfectoral de Douala. Concernant le débat d'orientation budgétaire, nous sommes tout à fait autant satisfaits parce que cette commune s'est dotée d'un document qui est la boussole en ce qui concerne la réalisation des projets d'investissement public à la base. J'ai nommé le PCD, qui est le plan communal de développement. Ce plan communal de développement va à droite ligne avec les exigences de l'État qui voudrait que la commune d'arrondissement de Douala et toutes les autres communes s'arriment au budget programme. Cela permettra de répondre efficacement aux besoins des populations à la base. Prenant l'exemple du budget de cette commune, exercice 2022, évalué et adopté à 3 600 900 000 francs CFA, il est désormais question pour l'État et les élus locaux d'impliquer les populations dans la réalisation des projets de développement. Avec ce plan communal de développement, nous aurons maintenant un développement qui vient de la base, c'est-à-dire les populations seront à la base de leur projet et tout ne sera plus décidé par la commune ou par l'État. Se doter d'un document stratégique, boussole de réalisation d'un plan communal de développement, telle est l'option pour l'amélioration de la qualité des dépenses et la pertinence des projets de développement durable. L'arrondissement de Vouri 2 avec le plan de développement 2023 qui a été présenté. On va commencer par vous, Samuel avait demandé tout à l'heure, on parlait d'architecture. Là, on parle de plan de développement de la ville, notamment dans l'arrondissement de Vouri 2. Ben, il faudrait féliciter toute personne qui fait un plan. Parce que aujourd'hui, la différence entre des personnes qui échouent et des personnes qui réussissent réside au niveau du plan. On est dans une société où on veut réussir sans plan. On va atteindre un objectif sans plan. Plan, bien sûr, qui veut dire aussi planifier. Alors, c'est vraiment à féliciter la vision du maire et de son équipe de mettre en place, d'amener les populations vers une planification, vers une organisation, vers un chemin, peut-être vers un objectif à atteindre. Moi, je pense que c'est ça. Mais j'ai quand même un problème au niveau des programmes. Parce que est-ce qu'on a tenu compte de l'investissement? On fait beaucoup plus des plans pour la consommation. Mais on fait très peu de plans pour les investissements. Et ce qui fait que les programmes qu'on met en place consomment tout simplement, sont là pour satisfaire ou peut-être pour construire des infrastructures. Quel est le programme qu'on met en place pour l'individu? C'est là la plus grosse difficulté. Mais il est important aussi de féliciter, et je pense que si toutes les mairies le faisaient, ça devait être bien. On ne peut pas vivre dans un pays ou même dans sa propre vie sans plan. Voici la fin d'année qui arrive. Combien est-ce que la plupart des Camerounais savent que pour vivre l'année prochaine, il faut un plan? Il faut un plan de vie. On vit juste le 31 décembre, les gens vont juste danser, ils vont ouvrir le champagne, ils vont dire que Dieu m'a gardé et puis c'est bon. Et puis après, on va recommencer, j'ai été en vie. Non, il faudrait qu'on inculque dans l'esprit des Camerounais, ce qui fait la différence entre les pays développés et les pays sous-développés, c'est tout simplement la planification et la priorité. Alors, on parle de planification. Alors, Monsieur Béaki, aujourd'hui, on a vu la circonscription de Vouri 3 présenter son plan de développement pour l'année 2023. Vouri 2. Vouri 2, voilà, Okay. effectivement. Déjà, je ne peux que saluer cette initiative, d'autant plus qu'elle a une particularité, c'est que c'est dans ce plan communal de développement, c'est la population
qui fixe ses priorités en termes de développement. Oui, c'est aussi la décentralisation, Voilà. le transfert de compétences. Voilà, ce n'est plus le chemin inverse, donc ce n'est qu'à saluer. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que Vori 2 est l'une des communes ou l'arrondissement qui a la particularité, peut-être en Afrique centrale, d'avoir 4 grands marchés. Ah, d'accord. Voilà. Il y a le marché central, il y a le marché Koulouloun, il y a le marché Yopoué, le marché de Yopoué, dont la spécialité c'est le poisson. Voilà. Et il y a également le Kayabassi, qui est le marché des pièces détachées. C'est une référence en Afrique centrale. Et en termes de superficie, je ne pense pas qu'elle soit la plus grande commune du Vori. Donc mais qui est dense, elle est densément peuplée, vous voyez. Donc ça draine un certain nombre de personnes. Et avec cela, il y a toujours des problèmes naturellement de circulation et de gestion des ordures, la pollution à tous les niveaux, pollution sonore. Donc c'était plus qu'urgent que cette commune-là s'asseye avec Madame Fampou et l'adjoint préfectoral pour vraiment mieux planifier le développement de cette commune-là. Et on sait, lorsque quelque chose est bien planifié, en général, le résultat est... Le développement suit. Alors, d'accord. On va continuer avec ce reportage de l'Assemblée nationale. Budget 2023 de l'État, l'Assemblée nationale donne son feu vert. C'est un reportage signé Théophile Biodé. Le budget 2023 de l'État, tel que proposé par le gouvernement, est adopté par l'Assemblée nationale ce 4 décembre 2022. De 5 752,4 milliards de francs CFA en 2022. Des questions d'ordre public. C'est vrai que les influenceurs sont beaucoup plus axés sur la culture au Cameroun, notamment la culture et peut-être un peu le sport. La politique même est ça, un peu biaisée. L'important, quand on appelle influenceur, est-ce que quand on dit influenceur, on a mis devant culture? Mais influenceur, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a des influenceurs politiques. Bien sûr, bien sûr. Et pourquoi les gens n'en parlent pas? Il faudrait en parler parce que cette loi n'est pas seulement négative. Il y a aussi des pans d'amélioration et d'innovation. Il ne faut pas seulement cracher là-dessus. Mais si on ne communique pas, s'il n'y a pas une contribution, une participation, les Camerounais, comme je suivais ces ministres débattre à l'Assemblée nationale, c'est pour le bien de tous. Mais est-ce que les gens seront prêts à donner un sacrifice s'ils participent tous ensemble? Le problème avec notre pays, c'est qu'on ne participe pas. Il y a un groupe de personnes qui se retrouvent à un endroit et décident. Moi, j'aimerais savoir l'importance, l'impact de cette loi dans mon village, par exemple, à Mahomi. À Mahomi, à Sombadje, tu comprends? J'aimerais savoir. Ma grand-mère ne comprend pas ce qui se passe. Les populations là-bas ne comprennent pas ce qui se passe. Il faudrait justement que l'État adopte cette même stratégie parce que la loi des finances, c'est pour tout le monde. C'est pour améliorer les finances, c'est pour améliorer le train de vie des populations, c'est pour la construction des infrastructures, mais communiquer suffisamment et impliquer les populations, la société civile, pour qu'ensemble, cette action soit digeste auprès des populations. Alors, on va reparler de la loi des finances, le budget qui a été adopté. C'est quelque chose de très délicat. Déjà, j'aimerais questionner le taux d'exécution du budget de 2022. Tout à fait. Voilà. Et à partir de cela, je vais me prononcer sur la suite des choses. Mais je relève un fait, c'est que le baromètre économique de 2023 n'augure rien de bon au Cameroun. Et lorsqu'on sait que dans notre pays, on a la faculté de transformer les situations difficiles en créant des réseaux, je pense que... Quand vous parlez de réseaux, vous les réseaux, c'est-à-dire... lorsque l'État, par exemple, les taxes qui vont augmenter, forcément les opérateurs économiques ne vont pas s'en sortir. Et les micro-entreprises encore plus pourront sombrer. Et les gars se retrouvent parfois en train de faire dans le faux, que nous ne cautionnons pas. Donc peut-être en voulant trop durcir les choses, l'État peut se retrouver également en train de perdre. Donc, là, vous parlez de quoi? De corruption? La corruption, naturellement. D'accord. Donc, et les différents réseaux, on connaît les entreprises qui fonctionnent avec des mallettes. Ils n'ont pas de boîte postale, toutes c'est dans les mallettes. Donc, peut-être
cette loi de finances va encore accentuer ce genre d'action. Donc c'est un couteau à double tranchant. Certes, l'État a besoin d'argent. On ne peut pas se développer sans argent. Donc c'est une nécessité, mais n'en faisons pas trop. Il faut également que l'État s'introspecte à elle, parce qu'il faut qu'elle revoie son train de vie également, qui, à mon humble avis, est quand même assez costaud. Donc, on va donc rester dans le domaine de la corruption avec ce reportage de Nadège Jugang. Lutte contre la corruption, le Cameroun en alerte. D'après le réseau parlementaire pour la lutte contre la corruption réuni à l'Assemblée nationale pour échanger sur le rapport de la Commission nationale anticorruption de novembre dernier, en 2021, le préjudice financier de la corruption pour le Cameroun est de 44 milliards de francs CFA. Les obstacles qui entravent la lutte contre la corruption en général, au sens des conventions internationales, constituent des blocages qui minent l'état de droit. La corruption est un phénomène social, politique, économique complexe qui touche tous les pays. Elle ralentit le développement économique et contribue à l'instabilité gouvernementale. La journée internationale de lutte contre la corruption célébrée ce 9 décembre vise à souligner le lien crucial entre la lutte contre la corruption et la paix, la sécurité et le développement. Nous prenons pour exemple les admissions dans les facultés et grandes écoles, qui nous ont d'ailleurs poussé à entrevoir dans nos dispositifs de lutte contre la fraude et la tricherie des stratégies s'intéressant essentiellement à la détection et à la prévention de la corruption. Les multiples campagnes cycliques anti-fraude que notre association, le collectif Tricher n'est pas joué, a eu à mener jusqu'ici, visaient d'abord à sensibiliser sur le cadre juridique des responsabilités civiles et pénales en lien avec la fraude. Faut-il le rappeler, la corruption a des impacts négatifs sur tous les aspects de la société et est profondément liée au conflit et l'instabilité qui compromettent le développement social et économique. Croire à la lutte contre la corruption est déjà un pas important dans cette stratégie, malgré le pessimisme qui règne dans l'esprit des Camerounais. La lutte contre la corruption est une réalité et verra un jour le succès. La journée mondiale de la lutte contre la corruption célébrée ce 9 décembre interroge notamment le Cameroun. Alors, M. Samuel avait demandé, on sait qu'il y a la CONAC qui justement s'en occupe et qui fait beaucoup de rapports, notamment concernant la corruption. On a parlé de préjudice financier de 44 milliards de francs CFA. N'est-ce pas quelque part un peu exagéré d'avoir ce genre de dépenses, notamment concernant plusieurs secteurs dans le domaine de la corruption? Non, Odile, je pense qu'il n'y a pas d'exagération. La corruption est une gangrène au Cameroun. Lorsqu'on regarde tous les différents secteurs, mon copanéliste dont j'emprunte encore son propos parlait tout à l'heure justement de cette loi des finances, dans la partie loi des finances, qui disait que justement ça pourrait davantage augmenter la corruption, parce que le Camerounais, face justement à cette loi des finances, comme on interdit aux Camerounais de sortir, de se libérer, d'aller sur la rue, et alors que aller sur la rue de manière disciplinée, c'est une action internationale par l'ONU, encadrée par l'ONU. Si les gens sont fâchés, ils doivent sortir et dire que nous ne sommes pas contents. Alors, qu'est-ce que le Camerounais va faire? C'est qu'il va justement... Non, mais il y a aussi une différence entre l'insurrection et une marche... Oui, c'est ça. Voilà. Je veux dire que c'est pas une différence. Donc ici, demander une autorisation et demander aux gens, les gens sortent et disent que nous ne sommes pas contents. Ça permet au gouvernement d'analyser, de palper la réalité. Mais ce qui va se passer, c'est que les Camerounais vont contourner la loi. Et le Camerounais est très intelligent. Croyez-moi. Les gens qui nous appellent un peuple un continent, ça se dit aujourd'hui, c'est pas de la blague. Lorsque vous voyez des Camerounais à l'international, vous les voyez dans les deux antipodes. C'est-à-dire que si vous voyez un Camerounais qui n'est pas du tout sérieux, qui fait du faux, il fait vraiment du faux et il est meilleur dans le faux. Et si vous trouvez un Camerounais qui est bon, il est vraiment parmi les bons. On a les deux extrêmes. On a les deux extrêmes. Alors, par rapport à cette situation aujourd'hui,
quand vous regardez le SMIC aujourd'hui au Cameroun, lorsque vous regardez les fonctionnaires... Qui est actuellement discuté, hein, il faut le rappeler aussi. Aujourd'hui, quand vous regardez les Camerounais, dites-moi un fonctionnaire qui vit de son salaire. Si dans un pays, les gens ne vivent pas de leur salaire, même les personnes qui sont dans les entreprises privées, tout à fait. Comment les Camerounais vivent? On vous dit qu'on jongle, on se bat. Se battre, qu'est-ce qu'on met dans se battre? Ça veut dire que chaque Camerounais arrivé à un endroit, le plus important c'est d'avoir un salaire de base et il crée donc des systèmes pour s'en sortir. Je ne veux pas tirer sur vous, mais je dis que même vous-même, est-ce que vous vivez de votre salaire? Mais vous êtes obligé de créer. Mais qu'est-ce que vous mettez dans ça? Qu'est-ce que vous mettez dans jongler? Ça veut dire que le Camerounais normal est foncièrement, c'est-à-dire que le Camerounais en général est foncièrement un battant. Mais qu'est-ce qu'on met dans battant? C'est que il va toujours créer des techniques pour arnaquer, pour prendre de l'argent. On n'a pas l'esprit de servir et d'accepter le merci dans tous nos services. Alors, ça veut dire que même la dame où tu vas acheter le timbre, elle va toujours te rester avec un 100 francs. C'est devenu maintenant légion au Cameroun. C'est-à-dire que là, tu vas aller payer le timbre. Alors, les gens aussi qui ont prévu la loi foncière, on a un problème de 1000 francs. Tu vas payer 2000, elle n'a pas 1000 francs. C'est 500 qu'elle aura. Donc ça veut dire que les gens là ils vont créer des systèmes pour nous récupérer les 500 tout le temps. Alors donc par rapport à ça, c'est une alerte, mais je vous dis, peut-être c'est même en retard, mais je peux vous rassurer que nous sommes déjà en plein dedans. D'accord. Le Cameroun en alerte notamment concernant la corruption. Déjà, je vais revenir sur un fait. Peut-être vous n'en avez pas assez parlé. Cette semaine, je crois la CONAC a ouvert une clinique de 3 jours du côté de Douala pour traquer les agents de l'État qui sont impliqués dans la corruption. Et je reviens en disant que la corruption est un phénomène vraiment à prendre sans gants dans notre société. On doit frapper un peu plus fort. Et toutes les mesures que l'on prend depuis ça, engendré quoi? Quel est le résultat? Je crois qu'il faut... mais nous avons quand même eu des changements, notamment à la fonction publique, des agents de l'État qui ont été révoqués de leurs fonctions, au ministère de la Santé, il y a des faux diplômés qui ont été... Il y a tous ces paramètres qui ont été pris en compte aussi. C'est bien beau. Nous, dans la rue, on connaît 2 sortes de corruption. Celle que l'on voit, c'est-à-dire avec les agents de l'État, avec la police, les corps armés, ce genre de choses. Et maintenant, il y a l'autre côté que l'on ne voit pas, la corruption qu'on ne voit pas, et dont traite souvent le plus la CONAC. On nous donne des chiffres que l'on ne comprend pas trop. Mais ce que le Camerounais veut, c'est ce qui lui touche d'abord au quotidien. Parce que si vous dites vous avez arrêté les gens en haut, et que lui en bas, il continue de subir cette corruption-là, vraiment, il ne peut que... Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait dénoncer? C'est quoi exactement la solution? Je crois qu'il faut d'ici le temps. Le Cameroun a beaucoup de chômeurs. Il y a des gens qui occupent des postes. Et s'ils ne sont pas conscients du fait qu'ils sont payés pour réaliser un travail, vraiment, il faut le mettre de côté. Et il y a également le fameux article 66. Oui, sur la déclaration des biens. Vraiment, on ne peut pas combattre véritablement la corruption sans implémenter cet article-là. D'accord. Oui, un dernier mot. Moi, je dirais justement... dans cet angle que nous, en tant que l'État, devrait comprendre que la CONAC seule ne peut pas combattre. La CONAC devrait être tout simplement un régulateur et permettre aux organisations à but non lucratif, des associations, d'aller dans le terrain, sur le terrain, je veux dire, sur le terrain. Parce qu'il y a un problème, c'est que la CONAC reste tout simplement dans les administrations, mais la CONAC n'est pas dans mon quartier parce que il y a un problème de mentalité. Il y a le corrompu, il y a le corrupteur. C'est-à-dire que le Camerounais foncièrement sait que s'il va quelque part, il doit préparer quelque chose dans la poche. Mais quelle est la structure qui éduque les Camerounais? Parce qu'il faut savoir que la corruption est aujourd'hui culturelle. Parce que lorsque un acte qui se répète devient devient un caractère. Un caractère qui se répète devient une tradition. Une tradition qui se répète devient une culture. Aujourd'hui, c'est culturel. Vous envoyez un enfant faire une course, il reste la monnaie, il te dit que oui, tonton, il reste la monnaie, il ramène la main par derrière. J'ai une manière de te dire que donne-moi quelque chose. D'accord. Tu comprends? Donc, si nos enfants déjà ont cette mentalité,
Ça veut dire qu'il y a un travail. On salue le travail de la CONAC, mais on pense que les organisations à but non lucratif, les associations, la société civile devraient sensibiliser la population pour dire que si tu vas dans un service public, on te demande de l'argent, voici comment tu dois te comporter. Si la personne insiste, tu peux dénoncer. Il y a des numéros verts. Ne t'en fais pas, il y a des numéros verts. Mais combien de Camerounais vont appeler? Parce que les Camerounais ne croient même plus. Les Camerounais se disent que non, je vais appeler, qu'est-ce qui va être fait? Tu vois? Mais au moins qu'ils puissent au moins se défendre et dire que je ne paye pas. D'accord, on va maintenant passer dans le domaine des Camerounais de l'extérieur. Diaspora camerounaise, véritable atout pour l'économie. C'est un reportage signé Francine Ateba. La diaspora camerounaise constitue un soutien de poids et une plus-value à l'économie locale. Les compatriotes de l'étranger contribuent au rayonnement de cette économie en transférant régulièrement des fonds au pays. Au thème de l'année 2022, la valeur globale de l'enveloppe transférée par la diaspora camerounaise se chiffre à 2230 milliards de francs CFA, un montant qui contribue à hauteur de 0,8% au produit intérieur brut du pays. Selon le rapport de la Banque mondiale, ces 365 millions de dollars représentent une hausse d'environ 5% par rapport à l'année dernière, ce qui démontre à suffit que la diaspora camerounaise est un atout nécessaire pour l'économie du pays. La diaspora camerounaise a un apport qu'on ne peut même pas mesurer. Tous ces Camerounais qui sont à l'extérieur et qui ont des familles ici renvoient ce qu'on appelle des fonds. Ces fonds-là peuvent relever le potentiel économique du Cameroun. Un État ne se développe pas seulement avec l'interne, mais aussi avec les alliés externes. Selon les statistiques du ministère des Relations extérieures, le Cameroun compte plus de 5,2 millions de ressortissants dans les pays étrangers. Un atout majeur pour l'essor de l'économie camerounaise. Alors, M. Samuel Vemandé, ça vous interpelle directement. On parle de la diaspora camerounaise, on parle de l'économie qui est boostée aussi, notamment concernant les envois et transferts d'argent, concernant aussi le volet économique. On a justement parlé de 2200 milliards qui sont envoyés chaque année en Afrique, de l'Afrique vers, de l'Occident vers les pays africains. Je vais dire, Odile, il y a d'abord un mot qu'il faudrait changer. Je le dis ici et je voudrais interpeller vraiment le PDG, M. Mven. Dieudonné à interdire dans cette télévision qu'on nous appelle diaspora. Je ne suis pas une diaspora. Je suis un Camerounais de l'extérieur. Parce que le nom que vous donnez à quelqu'un crée les prédispositions dans les perceptions. Et les perceptions influencent les prédispositions. Et les prédispositions influencent vos décisions et vos actions. Ça veut dire que lorsque tu m'appelles diaspora, tu attends que je revienne investir et tu attends juste l'argent. Ce reportage ne parlait que d'argent. Oui. Mais où est la connaissance? Où est ceux qui apportent, qui ont des possibilités, qui travaillent dans des hôpitaux, qui veulent envoyer au Cameroun par leur expérience, par exemple, les équipements hospitaliers, les équipements. Où est ça? Alors que lorsque tu m'appelles Camerounais de l'extérieur, le gouvernement du Cameroun comprend que je suis un ambassadeur. Alors que, étant diaspora,